Bonjour à tous, aujourd'hui on va remettre en route cette Peugeot 103, l'un des premiers modèles, reconnaissable à son phare caractéristique, un premier modèle en plus orange, donc vraiment typé de l'époque, et qui a besoin d'une petite révision pour reprendre la route. Donc une révision qui va consister en regarder un petit problème dans l'embrayage, il y a un tintement, un grincement, donc on va regarder ce que ça peut être. Essayez de réduire la fuite au carburateur Gürtner, mais j'allais dire c'est un grand classique chez les Gürtner Peugeot, hein, avec une fuite au niveau de la cuve, donc on va essayer de réduire ça. Changer bien sûr quelques consommables comme la courroie qui est bien fissurée, et puis également changer les plaquettes de frein arrière et avant, refaire marcher le câble de compteur, et puis, eh bien en dernier point, je pense qu'il faudra également changer le pneu arrière qui me paraît bien fissuré à certains endroits et je ne voudrais pas qu'il éclate pendant que le client s'en sert. Donc voilà, on va commencer par l'embrayage, puis le carburateur et après on s'occupera, j'allais dire, de ce qu'on peut appeler les accessoires. C'est parti. Voilà, donc l'embrayage est déposé. Je pense qu'effectivement il faudra changer la courroie qui commence à être bien usée. Un petit souci au niveau aussi de l'axe de poulie. Cette rondelle métallique n'a rien à y faire. Normalement, c'est une rondelle de plastique qui s'use justement pour éviter que la poulie ne s'use et ne prenne du jeu. Là, en l'occurrence, il y a un peu de jeu, donc on va essayer de rétablir, j'allais dire l'origine, en mettant peut-être même de l'autre côté deux rondelles en plastique. Voilà. Au niveau de l'embrayage, on a pu trouver l'origine du problème. Vous voyez, le disque est cassé, donc ce petit bout se balade à l'intérieur et fait le bruit qu'on entendait, donc un petit ding-ling. Donc on va changer le disque. On va également nettoyer l'ensemble, passer aux ultrasons, comme ça sera propre et net. Voilà. Bon, pendant le microbillage, j'ai remplacé les rondelles du plateau, beaucoup moins de jeu. Alors on constate quand même qu'elles avaient l'orage, donc à changer, et puis changer celle-ci également métallique par une en plastique. Donc voilà, il me reste j'ai démonté le petit graisseur là, donc je vais le déboucher et puis on va redresser cet axe et il repart pour 50 ans. Donc un conseil, quand vous avez un graisseur, ne mettez pas directement la graisse comme ça, démontez-le et nettoyez-le, parce que bien souvent il y a de la vieille graisse à l'intérieur qui est durcie, donc ça bouche le conduit et la nouvelle graisse ne peut pas rentrer. Donc vous le démontez, vous le chauffez un peu au décapeur thermique par exemple. La vieille graisse va se liquéfier, va couler. Ensuite vous pouvez le remonter et graisser. Comme ça rien ne bouche en fait ce graisseur. Graisseur nettoyé. Et on a remis de la graisse. Alors pour mettre de la graisse, on appuie sur la pompe à graisse jusqu'à ce que l'ancienne ressorte. Voilà. Et après bien sûr on essuie le tout. Le disque d'embrayage a été changé, l'embrayage a été passé aux ultrasons, dégraissé, les ferrots d'eau étaient nettoyés, donc il est propre. L'axe et les douilles ont été graissées, donc normalement, il devrait maintenant fonctionner sans faire de bruit. On va maintenant s'occuper du carburateur. Donc le carburateur est démonté, il est assez propre. On va enlever là cette vis et regarder l'état de la cuve, du joint et du flotteur. On va assez vite vu, il n'y a pas de joint, donc ça explique en grosse partie la fuite. Et puis ce qu'on fera, on redressera un petit peu l'aiguille là du flotteur pour qu'elle puisse bien se coincer ici et éviter les débordements. Voilà tout ce qu'on peut faire en fait sur ce genre de carburateur. Il n'y a pas grand chose malheureusement à faire pour qu'il ne fuit pas. Au moins un petit peu, à part bien sûr arrêter le robinet d'essence. Je vais en profiter que le carburant est démonté, que pour le passer également aux ultrasons, ça ne peut pas lui faire de mal. Et ça lui rendra un petit aspect neuf. Ce carburateur est l'un des premiers à être monté sur les 103. Vous voyez qu'il est totalement différent. Il est différent des nouveaux.
Alors autant on peut encore trouver des joints pour les nouveaux, autant ce type de joint n'est pas trouvable, et j'en ai plus non plus en stock moi en pièces d'origine. On peut penser qu'un joint motobécane ressemble, mais en fait il est beaucoup plus large, donc il ne s'adapte pas. Donc il va falloir faire un joint en pâte spécifique carburateur pour remplacer un peu et essayer de compléter cette étanchéité. On voit aussi qu'il n'y a plus de mousse dans le filtre à air, il n'y a plus que cette grille. Alors normalement il y a une petite mousse qui va entre les deux grilles. Alors on l'a sans doute enlevé parce que le moteur commence peut-être à être un peu vieux et il y a peut-être une prise d'air. Donc le fait d'enlever cette mousse compense un petit peu la prise d'air. Alors on ne va pas la remettre puisque le moteur fonctionnait bien et que le client ne m'a pas demandé de refaire intégralement le moteur. De la même façon, même si le carburateur est un peu usé, on ne m'a pas demandé de le changer, donc on va simplement le réparer pour qu'il fuit moins. C'est tout. Il y a un cahier des charges bien précis et on s'en occupe donc de cette façon. Là aussi il manque un joint, donc ça par contre j'en ai, donc qui va entre le fond du carburateur et la pipe et qui empêche également certaines prises d'air. On va maintenant s'occuper du pointeau du flotteur pour qu'il ferme mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de pâte à rôder sur le bout du pointeau du flotteur. On l'introduit là dans j'allais dire l'orifice qui permet de fermer l'essence quand le pointeau est complètement en haut du flotteur, et puis on tourne pendant un certain temps pour qu'il y ait un rodage entre le siège et l'aiguille de ce flotteur. Une fois terminé, on nettoie bien ce qui reste de pâte à rôder et normalement eh bien la fuite devrait être notablement réduite. La courroie neuve est remontée, le carburateur est remonté, donc j'ai refait les joints, on voit un petit peu là ça a bavé, donc à la loctite résistante à l'essence. J'ai donc mis un joint aussi à la pipe et j'ai refait un petit peu à la pâte à joint le joint qu'il y a normalement entre le carburateur et le filtre à air pour éviter trop de prise d'air au niveau du carbu. On va laisser sécher un moment le joint avant de faire couler l'essence, comme ça on sera sûr que c'est bien étanche à ce niveau là. Démontage de la roue arrière et du tambour de frein. Bon, c'est vrai que les plaquettes sont un peu usées, surtout à nettoyer. C'était pas prévu, mais j'ai regraissé les roulements de chaque côté, ces pauvres roulements qui n'avaient pas eu de graisse depuis des années. Donc je pouvais pas les laisser comme ça, honnêtement. Donc là à présent, eh bien ça tourne quand même mieux, sans bruit, sans grincement. Donc on va passer cette mâchoire à l'ultrason pour la nettoyer, voir s'il faut simplement gratter ou changer carrément les plaquettes. Et puis on remontera donc un nouveau pneu sur cette roue pour qu'elle rejoigne ensuite le cyclo. Déglaçage des garnitures du tambour, mise en place de plaquettes neuves. On voit que la course du frein est beaucoup plus courte, donc il y aura un meilleur freinage. Et bien avant de remonter la roue, on va changer le pneu. Voilà, le vieux pneu est démonté de la jante. Alors, plusieurs choses. Quand vous démontez une jante, utilisez de bons démonte-pneus. N'investissez pas dans des démonte-pneus très bas de gamme. Vous risquez de vous faire mal, ça risque de se tordre. Vous pouvez glisser, vous faire mal sur ces couronnes ou ailleurs. Vous pouvez faire mal à la jante également, la blesser, la tordre. Donc investissez plutôt dans des démonte-pneus de qualité. À l'usage, vous y gagnerez. Deuxième point, quand vous montez un pneu en 2 1/4 par 17, vous mettez naturellement une chambre à air de 2 1/4 par 17 et pas 2 3/4 par 17. Parce que quand vous allez la gonfler, elle va provoquer un renflement et donc une sorte de hernie qui va déséquilibrer la roue. Donc, pneu de 2 1/4, chambre de 2 1/4. Pneu de 3 1/4, chambre de 3 1/4. Ensuite, quand vous remontez le pneu, en général à présent, sur les nouveaux pneus de ce type-là, avec ces sculptures, vous avez un sens de rotation.
Donc, prévoyez bien au départ de l'enfiler dans le bon sens, ça vous évitera de démonter 3 fois la roue. Et donc vous aurez tout de suite, dans ce cas-là, le pneu dans ce sens. Dernier point, pour éviter que le remontage d'un pneu soit une véritable séance de gymnastique ou de musculation, à votre goût, utilisez de la graisse à pneu. Vous enduisez cette graisse sur les flancs du pneu, et comme ça, il s'emboîtera assez facilement, sans que vous n'ayez à fournir un effort considérable, au risque d'utiliser, mal à propos, des démontes pneus en qualité de remonte pneu, avec la possibilité de blesser à la fois le flanc du pneu, mais également de crever la chambre à air. Donc, un petit investissement dans un pot de graisse à pneu, bah, c'est pas si mal. La roue est remontée, on a serré, tendu la chaîne, donc il faut une flèche d'à peu près 2 cm, elle est peut-être un peu tendue, on verra quand ça va rouler. Alors peut-être que tout le monde le sait ou pas, l'arrêt de chaîne, la partie d'eau de l'arrêt de chaîne se met toujours dans le sens de rotation de la chaîne. Si vous mettez cet arrêt de chaîne dans l'autre sens, il peut arriver à s'agripper quelque part, donc ça peut le faire sauter et donc ça peut ouvrir la chaîne. Donc toujours dans ce sens. Donc là c'est bon, il est dans le bon sens. Le pneu tourne comme ceci, le sens de rotation est bon. Il ne reste plus maintenant qu'à changer bien le câble de frein, parce qu'il est trop effiloché pour le récupérer, pour le remettre à son emplacement, puisque les plaquettes sont neuves, évidemment, le câble doit être réglé à nouveau. Il y a un outil qui sert beaucoup, je trouve, c'est ce qu'on appelle une pince troisième main. Donc par exemple ici, vous voyez, cette pince tient le câble de frein tendu. Pendant ce temps, on peut aller voir à la poignée si le frein est suffisamment tendu et moelleux, sans que le câble ne saute. Ça permettra également de serrer ce boulon sans avoir besoin de tirer et de tendre le câble. Donc c'est vrai que cette pince qu'on appelle troisième main est un outil qui est assez indispensable quand on veut régler correctement des câbles de frein, des câbles d'accélérateur ou d'embrayage. Alors, un câble de frein, moi je le tends lorsque les plaquettes sont neuves, de telle manière à ce que lorsqu'on appuie sur la pédale et qu'on freine, eh bien la roue ne bouge pas. En général, ça suffit pour freiner fort sur route. La solution, c'est d'amener la came de frein en butée du frein, donc ça frotte, et de revenir 2-3 crans en arrière pour avoir suffisamment de jeu à la poignée pour pas que la poignée soit trop ferme et trop dure, qu'il y ait un petit peu de jeu à la poignée avant que le frein ne commence à accrocher. Comme je le dis souvent, avec les cyclos anciens, chaque jour il y a un problème. Donc par exemple, ce 103, il fallait faire marcher le compteur. Alors on pensait que c'était le câble avec le client, mais en fait pas du tout. Enfin si, le câble n'est pas adapté car trop long, mais en fait c'est le compteur qui était complètement bloqué à l'intérieur par de la vieille graisse. Donc il a fallu le démonter du cadre, le démonter de son boîtier, le nettoyer, remettre de la bonne graisse, et puis essayer de le faire tourner donc à la chignole pour qu'il puisse reprendre, j'allais dire, une rotation libre. Donc c'est maintenant chose faite, mais bon, ça prend beaucoup plus de temps que prévu que de changer bien sûr un simple câble. En plus, le câble ne va pas parce qu'il est trop long, donc il va falloir que j'en commande un. J'en ai pas de cette taille-là, c'est un 56 et j'ai que des 70. Donc il va falloir attendre l'arrivée de la commande pour pouvoir terminer ce cyclo. En tout cas, on va pouvoir essayer le moteur puisque le reste est fait. Et puis dans un dernier temps, terminer les accessoires, à savoir le compteur. J'ai remis la bougie, l'antiparasite est neuf, le fil a été un petit peu recoupé pour qu'il y ait un bon contact. J'ai mis l'essence depuis plus d'une quinzaine de minutes et pour l'instant il n'y a pas de fuite. Alors espérons que ça va durer. Ce que je vais faire, je vais la descendre et puis je vais essayer de la faire démarrer pour voir si du coup tout fonctionne bien. Bon, elle est au sol. L'essence est mise. On va essayer de voir si depuis un certain temps, donc ça a dû remplir le carburateur. On va voir si ça fonctionne. Attention. Prêt, go.
pas mal pour une machine de sétage. Je vais remettre les petits capotages et puis on va les laisser tranquilles quelques jours, le temps que je récupère les dernières pièces pour la terminer. Et ben, elle est pas mal cette petite 103 premier modèle. J'ai remonté les capotages, que ce soit les carénages ici ou de l'embrayage. J'ai remis le petit rétroviseur d'époque là, qui est assez sympa. Donc tout est monté, j'ai fait le taf. Donc le but était de la remettre en route. À première vue c'est fait, ça fait plus de 2 ou 3 heures que l'essence est ouverte. Et pour l'instant ça ne fuit pas. Donc bah, c'est une bonne chose, le rodage a dû servir. Je vais voir après l'avoir descendu si elle redémarre. C'est parti. Voilà. Si elle redémarre, donc je la range dans un coin. J'attends d'avoir le câble de compteur. Et puis on ira faire un essai routier avant de la rendre au client. Et ben, vous m'accompagnerez lors de cet essai. Alors on essaye le démarrage. Rien à dire. Impeccable. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.